Dans la nuit du 13 au 14 avril, l'Iran a mené une frappe d'à peu près 300 vecteurs, au moins une centaine de drones, au moins une centaine de missiles balistiques sur Israël. C'est considéré dans le feu de l'action comme une escalade majeure, mais je vais d'entrée de jeu ouvrir ce rapport sur le fait que ce n'est pas le cas, et qu'en réalité, c'était même le minimum syndical absolu que l'Iran pouvait faire, en particulier envers sa population, en considérant sa politique intérieure, par rapport bien sûr aux frappes illégales d'Israël sur son consulat en Syrie, qui ont tué des personnels militaires de haut rang. Alors on va commencer par le fait que ces frappes, à l'heure où j'enregistre, n'ont fait aucune victime déclarée, officielle. Elles ont démontré des vulnérabilités dans le dispositif israélien, c'est vrai, en particulier concernant la sécurité de certaines bases aériennes. C'est vrai que c'est extrêmement difficile de toute façon de garantir la sécurité d'une zone sur le plan de la défense antiaérienne. Les Russes l'ont bien démontré. Et puis surtout quand vous commencez à considérer plusieurs infiltrations possibles, les Iraniens n'ont pas de moyens par exemple de couler des bateaux israéliens à quai, mais dans le cas de la Russie, à Sébastopol ou ailleurs en Crimée, bien sûr, les Ukrainiens, avec l'aide de l'OTAN, avaient démontré que des vulnérabilités existaient, même quand on a développé les meilleurs moyens de défense disponibles à l'heure actuelle. Donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre, la seule victime déclarée est une femme bédouine du sud d'Israël, grièvement blessée. Et par rapport à 300 lanceurs, enfin 300 vecteurs tout confondus, drones, missiles balistiques et autres, évidemment, ce n'est pas beaucoup et en un sens, tant mieux. Pourquoi ? Parce que c'est symboliquement quand même la plus grande attaque sur Israël de la part d'un État voisin depuis à peu près 30 ans, plutôt même 33 ans. Depuis, disons, la première guerre du Golfe, si on appelle la première guerre du Golfe celle où les États-Unis ont envahi l'Irak en 91, sinon ça peut être la guerre Iran-Irak. C'est la première fois depuis cette époque que autant de vecteurs sont lancés vers Israël par une puissance étrangère directement, pas par des proxys, pas par exemple par le Hezbollah, etc. Vraiment directement par l'Iran. Mais donc très peu de victimes, un effet psychologique majeur, ça va de soi, en pleine nuit, des sirènes, des vidéos qui donnent vraiment quelque chose de, là aussi, d'eschatologique, c'est-à-dire on voit les vecteurs qui passent au-dessus du dôme du rocher. On sait que un des porte-parole des alliés du Hamas avait déclaré que l'opération Déluge d'Al-Aqsa le 7 octobre avait été en particulier causée par des rumeurs étayées par les faits de ce qu'une tentative, disons, d'interférence, pour pas dire de destruction, de l'esplanade des mosquées était en cours et que donc différents acteurs dans la région étaient au courant de cela. Donc l'effet politique est majeur, mais pas forcément contrôlable, parce que c'est un billard. En gros, on a eu un énorme coup de la boule blanche dans un tas de boules, et les rebonds vont être très difficiles à prévoir, en particulier en matière de politique intérieure et extérieure. L'envoyé de l'Iran, la mission diplomatique de l'Iran aux Nations Unies, a déclaré dans la nuit que l'attaque pouvait être considérée comme terminée. C'est une information sur laquelle le Jérusalem Post a tenu à insister, le Financial Times aussi, vous savez, pour les nouvelles financières, pour éviter un effondrement des bourses. D'ailleurs, un des meilleurs prédicteurs de la désescalade va être la réaction des marchés financiers à l'ouverture lundi. Ça va être un des meilleurs prédicteurs, selon moi. Comment la smart money, qui n'est pas toujours smart, mais comment la smart money va réagir à cela. Ça, selon moi, c'est un indicateur très fort. Et c'est pas un hasard si le Financial Times a tenu impérativement, comme le Jerusalem Post, qui n'est pas un journal financier, à insister sur le fait que la mission, la délégation diplomatique iranienne aux Nations Unies a déclaré que l'attaque pouvait être considérée comme terminée. Cependant, que d'autres porte-parole iraniens ont déclaré que si Israël faisait, je cite, une autre erreur du type de l'attaque illégale, bien sûr, sur le consulat en Syrie, eh bien la réponse iranienne serait beaucoup plus violente, puisque pour l'instant, en essence, elle n'a pas été violente. Et d'ailleurs, je reconclurai là-dessus, mais on peut d'emblée la voir comme une sorte de parade, en fait, comme une sorte de meeting aérien. Il n'y a rien de négatif à ça, mais c'est vraiment pour avoir un diagnostic sur l'ampleur et le but recherché, l'état final recherché dans ce genre de démonstration de force qui n'est même pas réellement une démonstration de force. C'est ça aussi le paradoxe. C'en est une parce que l'Iran a tout à fait les moyens logistiques de mener ce genre de frappe plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs mois si elle le souhaite.
sans aucun problème. 300 vecteurs vers Israël, 3 ou 4 fois par semaine pendant 3 ou 4 mois. L'Iran a tout à fait la logistique pour ça. Cependant, l'Iran n'a pas utilisé de missiles hypersoniques, les fameux Fatah 2, qui eux peuvent aller en 5 minutes en Israël. Là, c'était vraiment des frappes qui étaient faciles à identifier au radar, faciles à cibler, faciles à contrer. Et malgré ça, certaines sont passées, certaines ont atteint des cibles infrastructurelles. Mais c'était vraiment une très petite frappe, autant sur le plan technologique que sur le plan des objectifs. Ça n'a pas ciblé de grands centres urbains, ça n'a ciblé que des zones d'infrastructure très peu habitées, et ça n'en a quasiment détruit aucune, mais ça a quand même démontré des failles importantes dans le dispositif antiaérien israélien. Parallèlement, vous avez par exemple une frégate lance-missiles russe, donc là c'est plus du tout le même niveau de puissance de feu. La frégate lance-missiles maréchal Chapochnikov, qui est entrée via Suez pour un exercice militaire naval qui était prévu bien avant les opérations israéliennes sur le consulat iranien. Par contre, cette frégate lance-missiles, donc, elle est équipée de Kinjal, de missiles hypersoniques, et donc c'est vraiment pas du tout la même puissance de feu. Encore une fois, je cite, si Israël commet une nouvelle erreur, la réponse sera beaucoup plus sévère, a déclaré la mission iranienne aux Nations Unies. Donc, on peut déjà commencer par ce petit bilan. C'est une parade, ce qui a eu lieu. C'est pas une escalade irréversible. D'un côté, c'est la plus grande frappe du territoire israélien par un État souverain depuis autour de 33 ans. Mais de l'autre, une seule victime qu'on déplore, grièvement blessée. Bien sûr, on lui souhaite un prompt rétablissement. Une femme bédouine, donc très certainement musulmane, dans le sud d'Israël. Pour l'instant, c'est la seule victime déclarée officiellement de ces frappes. Mais des dégâts infrastructurels, des dégâts psychologiques et la démonstration de ce que l'Iran pourrait frapper fort et de ce qu'Israël n'est pas forcément préparé à cela. Alors Blinken a aussi déclaré qu'il ne souhaitait pas d'escalade dans la région, ce qui était tout à fait prévisible. D'ailleurs, l'Iran avait dit on ne veut pas que les États-Unis s'impliquent, donc restez en dehors de tout cela. C'est une riposte à l'attaque israélienne sur le consulat iranien en Syrie, mais c'est tout. Donc, je ne saurais trop insister sur le fait que c'était avant tout symbolique, que ça avait une dimension de politique intérieure pour l'Iran. C'était important de calmer le jeu, de montrer pour l'Iran que le régime en place était capable de riposter et de sauver l'honneur en quelque sorte. Maintenant, l'Iran reste la première puissance régionale, en dehors d'Israël bien sûr, mais bon, en termes de bien sûr, de superficie, de moyens aussi économiques maintenant malgré les sanctions et de personnel militaire, c'est avec la Turquie la première puissance dans la région. Et l'Iran et la Turquie ont bien sûr des intérêts extrêmement divergents, en particulier concernant la Syrie. Mais la situation en Israël est en train de les faire converger, en particulier par opportunisme, parce que l'État qui sera le plus ferme avec Israël dans le monde musulman, à mesure que les mois passent, obtiendra le plus de prestige. Et bien entendu, la Turquie voudrait obtenir davantage de prestige, bien sûr dans le monde sunnite en particulier. L'Iran étant enclavé par son chiisme dominant, très intéressé à obtenir davantage de prestige dans le monde sunnite aussi. Ce qui avait commencé avec le rapprochement avec l'Arabie Saoudite, dans l'entrée des BRICS, dans le cadre de l'entrée des BRICS de ces deux puissances, alors que bien sûr l'Iran et l'Arabie Saoudite étaient les deux rivaux régionaux dans la zone. Et bien là, l'Iran obtient bien sûr le leadership culturel pour cristalliser le prestige qui tiendrait à résister à Israël dans le cadre du conflit actuel, et sur lequel 2 milliards de musulmans ont les yeux braqués aujourd'hui, lesquels 2 milliards de musulmans n'avaient pas particulièrement ou automatiquement une bonne opinion de l'Iran. Par exemple, au Pakistan, où l'élite pakistanaise est profondément anti-iranienne, pour des raisons géopolitiques, et où aujourd'hui la population pakistanaise va continuer à voir l'Iran d'un bien meilleur œil, alors que les déobandis sur place sont profondément anti-chiites, ça va de soi, comme d'ailleurs toute une frange fondamentaliste en Arabie Saoudite était profondément anti-chiite, même si, après, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. On peut prendre le cas d'Al-Zawahiri qui avait juré de tuer tous les chiites,
Et Ben Laden, sa mère était chiite, donc ça avait été assez complexe dans les relations entre le Pakistan, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais en tout cas, pour l'instant, l'Iran accroche un énorme prestige. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très durable. Par contre, est-ce que c'est un début de Troisième Guerre mondiale? Non, vraiment pas. Bien sûr, des malentendus peuvent arriver, des dérapages peuvent arriver, des erreurs peuvent arriver. Vous savez que dans les années 80, pendant l'exercice Able Archer, un sursaut d'activité solaire, c'est même pas une blague, un sursaut d'activité solaire a failli provoquer une guerre nucléaire mondiale parce que le dispositif d'alerte russe, soviétique à l'époque, avait associé ce sursaut d'activité solaire à une frappe américaine. Et donc, il avait fallu l'intervention qui a détruit la carrière d'ailleurs d'un lieutenant-colonel soviétique pour refuser de prévenir le Kremlin de ce que le système d'alerte anticipée lui avait indiqué, parce qu'en effet c'était une erreur, c'était une tempête solaire, et ça n'avait pas été prévu par le dispositif soviétique. Donc oui, et en plus on est à l'heure actuelle dans un sursaut d'activité solaire majeur dans l'histoire contemporaine. Donc oui, des erreurs, des malentendus peuvent arriver, mais les intentions respectives sont ce qu'elles sont. L'Iran n'avait pas l'intention d'escalader, mais était obligé de répondre, en particulier de par l'entrelac très complexe entre la politique intérieure et la politique extérieure. Et cet entrelac est d'autant plus complexe qu'il est aujourd'hui le moteur de la réponse israélienne. Benjamin Netanyahou a besoin d'une escalade, et l'Iran le savait. C'est pour ça qu'elle ne la lui a pas donnée, en un sens. Par contre, et c'est ce qu'un commentateur d'Al Jazeera a précisé, un commentateur précisément du Doha Institute for Graduate Studies, précisément en géopolitique, les dernières 12 heures sont une victoire pour Netanyahou. C'est tout à fait exact. Remarquez, je continue la citation, remarquez que l'on ne parle plus de Gaza, que l'on ne parle plus de l'aide humanitaire à Gaza, que l'on ne parle plus des massacres. Personne en Israël ne parle des otages non plus. Ça, c'est une victoire majeure pour Netanyahou, parce que je vous rappelle que quelques semaines plus tôt, vous aviez des familles d'otages en Israël qui étaient rentrées à la Knesset pour exiger une négociation avec le Hamas. On continuait à avoir bien sûr des manifestations dans les rues contre le régime de Netanyahou. Et donc, le commentaire, en l'occurrence de M. Mohamed El Masri, du Doha Institute for Graduate Studies pour Al Jazeera, je le valide totalement. C'est une victoire pour Netanyahou. Donc, il y a bien sûr un prestige pour l'Iran auprès du monde musulman en général, de se positionner, à plus forte raison parce que c'est un État chiite qui n'a pas forcément la sympathie des autres pays musulmans, de se positionner comme le leader de la grande résistance contre Israël. Oui, ça c'est une victoire politique, mais en face c'est un cadeau à Netanyahou. Parce que Netanyahou était de plus en plus isolé politiquement avec son grand rival à droite, Smotrich, qui était déjà en train de se positionner pour le dévorer au cabinet de guerre, et qui était en très bonne position pour cela, vraiment en très bonne position. Et là, Netanyahou revient, comme d'habitude, d'entre les morts, toujours avec ce génie politique qu'a Netanyahou, il faut totalement lui reconnaître ça, de mêler d'une façon extrêmement dangereuse, cela dit. Quand je dis génie, c'est plutôt une qualité de pilotage, mais c'est extraordinairement dangereux pour son pays, de mêler systématiquement de la politique intérieure et de la politique extérieure. Et d'utiliser parfois des provocations, parce que c'est bien sûr Netanyahou qui a décidé et déterminé cette frappe contre le consulat iranien en Syrie. Et c'est cette frappe qui lui a donné, par un jeu de billard, vraiment, c'est je frappe dans cette direction, je sais que la boule va revenir, que la bille va revenir dans cette direction, et que je vais pouvoir l'exploiter pour rentrer telle bille dans tel trou et marquer tant de points. Ça, c'était totalement ce que Netanyahou avait prévu, et les Iraniens ont été obligés de répondre, mais ont fait une réponse taillée sur mesure pour minimiser l'avantage politique à Netanyahou. Taillé sur mesure pour cela. S'il y avait eu des morts, par exemple, s'il y avait eu des civils morts israéliens, là, ça aurait été un énorme cadeau pour Netanyahou. Et les Iraniens lui ont refusé ce cadeau. Est-ce qu'il est capable d'utiliser cette frappe à des fins politiques? La réponse est bien entendu. Est-ce que ses rivaux, comme Smotrich, sont capables de l'utiliser mieux que lui? Les jours prochains vont le dire.
Smotrich est bien moins animé par un déterminisme eschatologique que Netanyahou, bien moins. Netanyahou, en particulier, maintenant, ses décisions sont presque totalement tournées vers des considérations eschatologiques. Et j'insiste sur le fait que la majorité des Israéliens ne le savent pas, pour des raisons sociologiques. La majorité des Israéliens sont culturellement juifs, mais pas très ou trop pratiquants, et sont souvent matérialistes, de par la sociologie du XXIe siècle, qui est une sociologie matérialiste. Et bien sûr, quand on est majoritairement matérialiste, on n'est pas forcément enclin à considérer qu'un politicien puisse prendre des décisions basées sur des considérations entièrement religieuses, alors qu'il existe un intérêt national matériel bien senti pour son pays. Donc, il faut bien comprendre que Netanyahou a toujours utilisé ce subtil mélange de politique intérieure et extérieure pour se maintenir et pour préserver ses intérêts, ou les intérêts religieux qu'il prétend défendre maintenant, parce que c'est vrai que pendant longtemps, Netanyahou avait fait valoir des intérêts purement matériels, et c'est que maintenant c'est maintenant qu'il y a un pic absolument religieux, pour pas dire théocratique, et c'était d'ailleurs ce qui lui était reproché avant les attentats du 7 par la Cour suprême israélienne. C'était une dérive théocratique. Beaucoup de journaux israéliens l'avaient reproché à Netanyahou. Pour l'instant, les conséquences restent imprévisibles, mais on est déjà dans la désescalade par les déclarations qui ont été données par la délégation iranienne à l'ONU. En gros, soit c'est un réveil, soit c'est une sidération politique, en particulier en Israël. Si c'est un réveil, c'est très mauvais pour Netanyahou. Si c'est une sidération politique, c'est très bon pour Netanyahou. C'est même excellent. Et c'est pour ça que Mohamed El-Masri du Doha Institute for Graduate Studies a dit « Les dernières 12 heures sont une victoire pour Netanyahou ». Il a tout à fait raison. Maintenant, soit ça évolue en un réveil. Qu'est-il en train de se passer ? Que fait notre cabinet de guerre ? Quelles sont ses motivations profondes ? Quelles sont en particulier les motivations profondes du Likoud et de l'aile droite du cabinet de guerre, de l'aile la plus à droite, pas Smotrich, qui est pourtant très à droite. Et puis, bien sûr, quels sont les intérêts bien sentis d'Israël en tant qu'État-nation, et le cabinet de guerre va-t-il dans cette direction ou pas, ou est-il en train de partir dans un délire eschatologique ? Soit donc c'est un réveil, soit la sidération politique va donner les coups des franches totales à Netanyahou. J'ai l'impression, bien sûr, que Smotrich aimerait se positionner sur le réveil, encore une fois, alors qu'il est vraiment très à droite. Et c'est ça toute la complexité de l'évolution politique de la région. On a une convergence contre Israël, cela dit, en particulier diplomatiquement entre la Turquie et l'Iran, ce qui est complètement nouveau. Je rappelle que la Turquie avait été dans sa plus grande crise diplomatique contre Israël à l'époque de la flottille de la liberté. Donc ça date, bien sûr, maintenant. Mais l'idée d'une convergence entre la Turquie et l'Iran serait là une gigantesque défaite diplomatique. Et cette convergence ne serait pas du tout une convergence idéologique en soi. Ce serait une convergence des opportunismes, c'est-à-dire une surenchère. En gros, ce qui serait négatif pour Erdogan en Turquie, ce serait que la population turque, de plus en plus, émette l'opinion, dans les sondages ou dans la rue, « Oh, l'Iran fait les choses bien ». En quelque sorte. « Oh, bravo aux Iraniens ». Bon. Ça serait très négatif politiquement pour Erdogan. Et ça l'obligerait à surenchérir, d'une façon purement symbolique là aussi, exactement comme l'Iran finalement, j'insiste, cette attaque, c'est un mélange entre un défilé militaire et un meeting aérien. C'est en quelque sorte la patrouille de France. Et en plus de ça, c'est une attaque low-tech. Ce sont les drones avec une motorisation diesel et quelques missiles de croisière, mais pas du tout de l'hypersonique, pas du tout de la trajectoire imprévisible, pas du tout la crème de ce que l'Iran est capable de faire sur le plan aérospatial aujourd'hui. Et l'Iran est devenu la deuxième plus grande puissance aérospatiale dans la région, après Israël bien sûr. Et cette attaque n'est pas la démonstration de force de la deuxième puissance aérospatiale de la région. Pas du tout. Vraiment pas. Par contre, là où c'est une démonstration de force, c'est sur le plan logistique. L'Iran démontre qu'elle est capable d'envoyer 300 tels vecteurs tous les 2 jours, tous les 3 jours, si elle le souhaite, pendant des mois. Et ça, en effet, l'Iran a les capacités logistiques pour le faire. Simplement, sur le plan géostratégique, ça ne serait pas possible de faire ça parce que
200 à 300 tels vecteurs tous les 2 jours pendant des mois, inévitablement ça mènerait à une escalade sérieuse. L'Iran n'a pas encore l'arme atomique et n'a pas du tout les moyens de la livrer. Israël est une puissance nucléaire. La seule autre puissance nucléaire dans la région, c'est le Pakistan, qui n'a pas du tout envie d'une escalade. D'abord parce que le Pakistan, à la suite d'un coup d'État organisé par la CIA, a aujourd'hui donc un tropisme pro-américain, quasi total. Son élite, bien sûr, pas sa population. Et le Pakistan, aujourd'hui, est un ennemi déclaré de l'Iran, notamment avec le grand problème du Baloutchistan, qui est la minorité aujourd'hui entre le Pakistan et l'Iran, dans laquelle les deux acteurs échangent de l'influence et des attaques terroristes régulièrement. Donc, une escalade ne serait pas du tout bénéfique pour l'Iran. Et c'est bien pour ça que l'Iran est déjà en train de désescalader. Donc d'un côté, une certaine vulnérabilité d'Israël a été démontrée avec des moyens low-tech. Je ne peux pas insister suffisamment sur ce terme, low-tech. Les moyens développés par l'Iran pour cette frappe sont des moyens low-tech, contrairement bien sûr aux moyens israéliens qui ont été développés pour la frappe du consulat en Syrie. Ça ne signifie pas que l'Iran est une puissance low-tech, mais ça signifie qu'elle a voulu mobiliser des moyens basse technologie pour cette attaque. Bien sûr, les moyens haute technologie qui ont été mobilisés paradoxalement, l'ont été spécifiquement pour ne pas causer de victimes civiles. Ça, ce sont des moyens high-tech, de renseignement, de reconnaissance satellite et de guidage. Mais les vecteurs eux-mêmes qui ont été envoyés sont des vecteurs low-tech. Or, l'Iran a, bien sûr avec les Fatah 2 et d'autres vecteurs, des moyens high-tech. Et derrière, bien sûr, on a la Russie qui a les moyens les plus high-tech de toute la région en matière de frappe hypersonique, devant même les États-Unis, et qui continue à se positionner. Donc vous pouvez être sûr que les chancelleries ont échangé, que la Russie et l'Iran ont déjà coordonné cela, voire même que l'Iran a prévenu la Russie. Je fais partie de ceux qui pensent que l'Iran avait prévenu la Russie que ce genre de frappe aurait lieu, voire même que l'Iran aurait pu prévenir Israël quelques 3 heures avant, quelques 6 heures avant, d'une façon directe ou indirecte, que de telles frappes auraient lieu. Alors, prévenir Israël, en l'occurrence, c'est pas par les chancelleries dans ce cas-là, c'est par une activité radio, une activité radar, une activité générale, qui est une façon courtoise de prévenir que ça va arriver. Je suis quasiment convaincu que c'est ce que l'Iran a fait. Et que si l'objectif de l'Iran était justement d'avoir une riposte symbolique forte, avec une mise en garde forte également, mais pas une escalade incontrôlable, et pas un cadeau à Netanyahou, ce qui était quasiment impossible parce qu'on est au Moyen-Orient. C'est vraiment, toujours pour tisser la métaphore du football dans la zone, c'est des touchés de ballon extrêmement complexes. Les espaces pour contrôler le ballon diplomatique au Moyen-Orient sont très étroits. La moindre erreur est un cadeau pour l'adversaire. Donc quand on doit faire un contrôle, en l'occurrence c'est un contrôle ce qui s'est passé. Vous avez une perte de balle israélienne dans ce qu'ils ont fait sur le consulat iranien en Syrie, à Damas. Et c'est l'Iran qui reprend l'initiative. Mais la façon dont elle touche la balle peut devenir un cadeau pour Netanyahou ou pas, et ça se joue vraiment au millimètre près. Et ce millimètre, c'est par exemple les victimes civiles, la fédération de tout le sentiment national israélien vers Netanyahou alors qu'il était dans une position extrêmement étroite, compliquée et dangereuse pour lui. Et c'est ça, toute la complexité de la politique au Moyen-Orient, où on ne peut pas faire de réponse à l'emporte-pièce et on ne peut pas bourriner comme un malade, aussi bien sur le plan diplomatique que sur le plan militaire et géostratégique. De ce point de vue-là, la réponse iranienne a été taillée vraiment impeccablement pour répondre à des objectifs politiques intérieurs et extérieurs, envoyer un message précis à Israël, mais faire aucune victime, et désescalader d'entrée de jeu. Maintenant, ça ne signifie absolument pas qu'une une nouvelle escalade est impossible. Il va y avoir des conséquences majeures sur les élections américaines aussi. Parce que ça, c'est pas seulement un cadeau à Netanyahou, c'est un cadeau à Trump. Alors, les relations entre le Likoud et le Parti républicain sont beaucoup plus compliquées qu'on le croit. Du temps de George Bush, du temps des néoconservateurs en général, le Parti républicain était entièrement aligné sur le Likoud. Entièrement. Et souvent même vice-versa. En particulier, et là il faut voir aussi les causes et les effets, après les attentats du 11 septembre, les Américains ont eu, diplomatiquement, un blanc-seing pour faire ce qu'ils voulaient au Moyen-Orient. Ce qu'ils voulaient.
l'Afghanistan, l'Irak, les crimes de guerre commis en Irak, qui ont donc été révélés par Julian Assange et par la suite aussi par Snowden. Bon, les Américains avaient un blanc-seing pour ravager des États dans la région et en faire des États faillis. Vous avez eu l'axe Paris-Berlin-Moscou, qui était le dernier grand axe gaulliste chiracien dans le cas français, puisqu'après 2005, Jacques Chirac a fait un AVC. Il avait été élu, reprenons un peu ce contexte, c'était très emmerdant pour les chancelleries américaines d'avoir un Jacques Chirac qui avait fait du 82% en 2002. Et c'est parce qu'il avait fait du 82% qu'il avait pu, en état de grâce, dire non à l'invasion américaine en Irak, avec Dominique de Villepin. Entre-temps, la CIA a flingué la Chiraquie avec l'affaire Clearstream, et de Villepin a été ravagé politiquement, pour faire en sorte que plus jamais il put influencer la politique française. Et à partir de 2005, quand Jacques Chirac fait un AVC, c'est Nicolas Sarkozy qui devient l'homme fort au détriment de Villepin. Et Nicolas Sarkozy, on ne peut pas vraiment l'accuser d'avoir trahi, il a affirmé très publiquement qu'il était pro-américain. C'est normal, Frank Wisner Jr., qui était le patron de la CIA, était son beau-père. C'était littéralement le nouveau compagnon de sa mère, après que son père biologique eut abandonné leur famille. Pas le Sarkozy de Nagui Boxa. Donc on ne peut pas reprocher à Sarkozy pour le coup d'avoir pas été transparent, il était pro-américain, mais on peut davantage le reprocher à François Hollande ou même à Emmanuel Macron qui n'a pas fait une profession de foi pro-américaine. Quoi qu'il en soit, à l'époque, eh bien, la France cesse d'envisager une indépendance diplomatique et elle s'aligne, bien sûr, sur les intérêts américains, pas forcément d'ailleurs les intérêts, parce que c'est ce que pensaient être les intérêts américains, mais sur la volonté américaine dans la région. Même sous Obama, qui restait néoconservateur dans l'âme, même s'il ne l'avait pas déclaré, à beaucoup d'égards, la politique de Barack Obama a été proche subtilement de la politique d'un Dick Cheney. C'est très étrange de voir ça, de se dire quand même Barack Obama était l'ennemi de George Bush. Bah oui, mais en fait, quand on regarde ce qu'il a fait en Syrie et ce qu'il a fait en Libye, en réalité, sa politique était très proche d'un Dick Cheney. À partir de là, les États-Unis ont pu détruire plein d'États. La Syrie, alors justement la Syrie c'est un peu le contre-exemple, ils l'ont détruit et il y a encore une base là-bas, américaine, illégale bien sûr. La Libye, mais la Syrie a pu résister avec l'aide russe et aujourd'hui reste une épine dans le pied des États-Unis et des intérêts israéliens dans la région. Mais le paradoxe qu'avaient pas du tout prévu les néoconservateurs et qui est aujourd'hui au cœur de la situation iranienne et de l'interaction entre Israël et l'Iran, c'est que tout ça a renforcé l'Iran. Le plan de Dick Cheney, de Paul Wolfowitz, de Donald Rumsfeld était de ravager la région pour la remodeler. Et bien entendu, Netanyahou et Sharon à l'époque étaient favorables parce qu'ils y voyaient un gain majeur pour la diplomatie israélienne, voire même un gain territorial. Parce qu'après tout, les frontières d'Israël auraient pu s'étendre à la faveur d'une récession majeure géopolitique de l'Irak, pour ne pas dire un ravage de l'Irak. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Barack Obama s'est rendu compte, à la suite de George Bush, qui lui ne s'en était pas du tout rendu compte. Barack Obama, et certains diraient l'État profond, se sont rendus compte que l'Iran était un trop gros morceau pour les États-Unis. C'est exact. Les États-Unis n'avaient pas les moyens, en 2011 par exemple, d'attaquer l'Iran. Et il faut se rappeler que même pendant la campagne de Barack Obama, donc 2008 si ma mémoire est bonne, eh bien vous aviez John McCain, qui était un faucon majeur, qui était pour, bien sûr, un bombardement de l'Iran. Et on avait commencé à attiser, à préparer les esprits, à vendre la guerre contre l'Iran. On avait un Bernard Kouchner en France qui avait dit de façon fameuse « l'Iran doit se préparer au pire, et le pire, c'est la guerre ». Donc on avait commencé à battre les tambours pour la guerre contre l'Iran. Et l'État profond américain s'est rendu compte de ce que, logistiquement, c'était pas possible. Sachant que l'armée américaine a échoué complètement et totalement en Afghanistan, je rappelle, 2000 milliards de dollars dépensés pour remplacer les talibans par les talibans. Et aujourd'hui, les talibans n'ont jamais été aussi forts de toute leur histoire, en Afghanistan. Donc c'est un échec total
absolument totale. Et l'Iran est bien plus puissant, bien sûr, que l'Afghanistan. Donc, dans ce contexte-là, c'était assez compréhensible que les États-Unis ne pouvaient pas menacer réellement l'Iran autrement que par des sanctions économiques. Et là, ils ont mis le paquet. Et Barack Obama a décidé de mener une politique étrangère américaine qui ferait tout sauf l'Iran. Or, cette politique étrangère du tout sauf l'Iran, elle a renforcé l'Iran au Yémen, puisqu'aujourd'hui, Ansarallah, donc les Houthis, qui est le parti totalement pro-iranien, et qui est un proxy de l'Iran, de fait, est la première puissance au Yémen. Le Hezbollah a été renforcé à la suite de l'échec israélien en 2006, qui n'était pas prévu, bien entendu. Et Bachar al-Assad, aujourd'hui, est allié de fait avec l'Iran. Et pire que ça, le Hamas, qui normalement n'était pas du tout pro-iranien, même si certains médias ont essayé de le présenter de cette façon, pas du tout sur le plan idéologique, c'est des ennemis mortels. Comme les déobandis d'ailleurs. Il n'y a qu'à regarder ce que les déobandis disent de l'Iran. Pour eux, c'est le diable, quoi. Il y a le premier diable qui est Israël, et puis il y a le deuxième diable qui est l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran est la première influence en Irak, la première influence en Syrie, la première influence au Yémen et la première influence au Liban. Alors qu'en 2001 avait été présenté un plan de remodelage du Moyen-Orient dans lequel tous les anciens pays baasistes ou laïques ou anti-israéliens devaient être détruits en tant qu'État, faillis, avec comme point culminant de détruire l'Iran. Le point culminant, donc tout a été fait. L'Irak a été détruite, la Syrie a été quasiment détruite, la Libye a été détruite, le Liban est devenu un quasi-État failli, le Yémen aussi. Donc tout ce plan a été fait, mais le point culminant de ce plan, qui devait être porté par McCain, n'a jamais été accompli, et aujourd'hui a fait que l'ironie de l'histoire, c'est que l'Iran est de très loin la première puissance dans la région, sur le plan diplomatique, et la première puissance en particulier au Liban, en Syrie, au Yémen et en Irak. Et ça, c'est gravissime pour Israël. Et c'est la situation actuelle. Donc vraiment, on voit que parfois, des comploteurs, c'était évidemment le remodelage du Moyen-Orient, c'était un complot géopolitique majeur, officiel, voient leur stratégie se retourner contre eux. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec l'Iran. Donc c'est ça qu'il faut méditer. Alors maintenant, en conclusion sur les élections américaines, c'est clairement un cadeau à Trump, oui. Trump a des relations très compliquées avec Netanyahou. Personnellement, humainement, ils ne s'aiment pas du tout. Personnellement, humainement, ils se méprisent. Mais Trump a un beau-fils qui s'appelle Jared Kushner, rien à voir avec Bernard Kouchner. Mais Jared Kushner, en l'occurrence, est totalement pro-Likoud. Et il l'a fait savoir dans une conférence à Harvard. Donc, ça va être assez difficile de prévoir ce qui peut se passer. C'est-à-dire dans quelle mesure le Likoud d'une part, mais Israël ensuite en général, et puis donc maintenant l'opposition qui essaie de prendre pied avec notamment Smotrich, qui reste une opposition très à droite, même la plus à droite de toute l'histoire d'Israël. Mais Trump n'a jamais déclenché de guerre. Par contre, face à l'Iran, c'est lui en effet qui a fait assassiner le général Soleimani. Et les Iraniens lui ont moyennement pardonné. Alors, quelle pourrait être la position de Trump dans ce contexte-là ? C'est assez imprévisible. D'une façon générale, Trump est assez imprévisible. C'est même un des présidents les plus imprévisibles de l'histoire américaine. Maintenant, les intérêts de Trump, il faut savoir que l'AIPAC l'avait un peu lâché dans sa dernière campagne. Et pourtant, Trump ne peut pas être élu sans l'AIPAC. Ça, par contre, c'est un théorème, quoi. Trump ne peut pas être élu sans l'AIPAC, sans le lobby israélien aux États-Unis. Ce n'est pas possible. Sa plateforme électorale n'est pas du tout assez solide pour qu'il puisse être élu sans l'AIPAC. Donc ça donne déjà une idée assez claire. Maintenant, il est tout à fait capable de convaincre Israël de ce que son actuelle politique est très mauvaise. C'est vrai que Trump est capable de faire ça. Donc je ne peux absolument pas vous prédire ce qui peut se passer, mais en tout cas pour l'instant c'est un cadeau pour Trump. Ouais. Ces attaques de l'Iran sont un cadeau pour Trump parce qu'il s'est fait connaître aux États-Unis comme celui qui a cassé le Iran Deal, qui avait été négocié par Barack Obama. Il s'est fait connaître comme celui qui a donc assassiné Qassem Soleimani, et il s'est fait connaître comme celui qui était capable
d'être l'homme fort contre les talibans, par exemple, mais aussi contre certains leaders des gardiens de la Révolution. Il l'avait fait savoir dans tout un tas d'interviews. Oui, oui, quand je négocie avec lui, c'est Trump qui parle. Je lui ai montré l'adresse de sa maison, je lui ai montré, voilà, donc joue pas au con avec nous. Ça passe très bien dans l'électorat américain. Et donc, d'une façon générale, c'est aussi pendant 12 heures un cadeau pour Netanyahou, mais je ne suis pas du tout sûr que Netanyahou puisse transformer l'essai parce qu'il a sur son aile droite des gens comme Smotrich qui sont capables de totalement prendre le contrôle du ballon à sa place. Et pour Trump, par contre, c'est un énorme cadeau. Et les conséquences d'une élection de Trump à la suite de ça restent largement imprévisibles dans la région. Voilà à chaud l'essentiel de mon analyse sur ces frappes iraniennes, dont je vous répète en conclusion que c'est un défilé aérien, c'est un meeting, c'est un défilé militaire, c'est la patrouille de France, aucune victime. Et c'était une réponse chirurgicale sur le plan politique qui était taillée spécifiquement pour montrer que l'Iran a des capacités, n'en a montré que très peu, et a déjà montré des faiblesses dans le dispositif israélien, mais en évitant paradoxalement et d'une façon très subtile une escalade. Et il est tout à fait possible que la situation s'apaise dans les jours qui viennent, même si, bien sûr, des événements stochastiques aléatoires peuvent aussi survenir.